des versions PowerPoint pour le prof dans ses cours, et puis des versions pour l'étudiant. Donc on essaye d'imposer, ce n'est pas le mot, mais de favoriser énormément les ressources qui sont basées sur cette chaîne éditoriale. Alors, bon, je l'ai déjà dit, politique d'ouverture, donc vous verrez que tous les cours d'UNIT sont accessibles sur Internet. Multilinguisme, c'est un souhait, mais en pratique, c'est pas si facile, hein, parce que ça coûte de l'argent. Alors, on a un certain nombre de cours en arabe, il y a un beau cours sur la mécanique de la rupture en arabe, qui a été fait avec des collègues, je ne sais pas bien d'où d'ailleurs, du Maroc quelque part, qui commence d'ailleurs par les TP de mécanique de la rupture sur la taille du silex chez l'homme de Cro-Magnon. Donc le gars il remonte loin l'histoire de la mécanique de la rupture. Bon, l'ouverture, ça c'est un sujet qui est chaud, parce que beaucoup de gens ont tendance à s'y opposer, ou à dire c'est bien mais à ne pas le faire. Alors, il faut voir qu'il y a des arguments qui sont bien connus. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est tellement bien qu'avec ça, je fais beaucoup d'argent. Bon, l'expérience prouve que si on a fait quelque chose de bien et que personne ne le connaît, on ne fait pas d'argent du tout. Et qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses bien sur Internet qu'on a vraiment peu de chances de faire de l'argent avec des documents numériques. Par contre, on peut en faire si ce qu'on a fait est connu, reconnu, et qu'on offre des services à partir de là. Services de formation, services de tutorat, etc. Conférences et tout ça. Donc l'expérience prouve qu'on fait plus d'argent aujourd'hui avec des documents ouverts que des documents cachés, fermés. Et moi j'en suis un exemple puisque j'ai fait une partie de ma carrière sur un logiciel d'éléments finis qui était dans un bouquin donc ce logiciel des livres avant l'heure puisqu'il était dans un livre publié en 78 et qui a été recopié, pompé, etc. à des milliers d'exemplaires et qui au fond d'une part, a été à la base de la création d'une société qui a fait de l'argent, et puis d'autre part, qui a fait ma carrière. Alors, j'en suis pas devenu riche, mais... Donc, ce côté-là, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense que l'ouverture est plus intéressante que la fermeture. Alors après, il y a un deuxième point qui me semble important. Beaucoup d'enseignants ont des réticences vis-à-vis du numérique. D'abord parce que ça prend du temps. Alors, c'est vrai, mais si on s'y prend bien, ça n'en prend pas beaucoup. Et après... ça permet de diminuer le temps de l'enseignement qui est passé à répéter des choses qu'on a appris par cœur et qu'on ressort en cours, en dormant un peu, les étudiants dormant aussi, et c'est pas forcément une méthode très efficace pour faire de l'enseignement. Donc on remplace cette partie-là par des face-à-face entre les profs et les étudiants, des discussions sur les points difficiles, et les étudiants apprenant à s'auto-former. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Et je suis persuadé qu'un certain nombre d'enseignants ont des réticences vis-à-vis du numérique parce qu'ils se rendent très bien compte que ça anoblit le métier de prof en fait. Ça nous concentre sur le travail de création d'informations, de création de pédagogie, de création de démarches efficaces pour faire passer l'information aux étudiants. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas dit souvent, mais qui est une des réticences vis-à-vis du numérique. Alors l'autre réticence, c'est qu'on peut faire tellement de trucs avec le numérique qu'on ne sait pas bien quoi faire. Voilà, on est devant, on dit bon alors est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Et pour faciliter les choses, il faut d'une part que les directions d'établissement aient une politique. Est-ce qu'on veut faire du tout numérique, mais c'est un coût? Est-ce qu'on veut faire du numérique dans les domaines d'excellence de l'établissement? Est-ce qu'on veut projeter le savoir de l'établissement dans des formations à distance, dans des formations tout au long de la vie, dans d'autres pays? Donc ça, ce sont des choix stratégiques de l'établissement. Et quand les choix sont clairs, les profs n'ont pas l'impression que tout est possible et donc on ne peut rien faire parce qu'il y a trop de choses à faire. Alors une dernière remarque, évidemment, c'est que beaucoup de cours ou de ressources numériques qui dorment dans les ordinateurs des collègues ne sont pas très propres au sens de la propriété intellectuelle. On a piqué des choses à droite à gauche, on a impacté tout ça. Donc évidemment, c'est pas facile après de le réouvrir et de le montrer à tous. Donc ça, c'est normal. Donc il ne faut pas forcément ouvrir tout, il faut ouvrir de manière sélective. Et alors, vous verrez qu'on a, par un mécanisme dit de moissonnage de ressources, un moyen pour que les ressources numériques soient stratifiées en
ce qui reste au niveau du prof, ce qui reste au niveau du département de la faculté, ce qui reste au niveau de l'établissement, ce qui reste au niveau de réseau d'établissement, réseau des INSA chez nous par exemple, ce qu'on met dans des serveurs nationaux visibles de toute la planète, genre UNIT, ce qu'on met dans des choses disciplinaires, par exemple les médecins vont mettre des choses dans des organisations internationales de cardiologie par exemple. Donc c'est intéressant parce que on sait que ce qui est peut-être le plus raffiné, le plus sophistiqué, le plus représentatif, c'est dans les serveurs de plus haut niveau. Et puis dans les serveurs de plus bas niveau, on met des choses qui ont été faites plus vite, peut-être moins propres. Donc ça, sont des choix de l'établissement ou de la faculté qu'il faut réfléchir avant de mettre en place. Alors, les projets qu'on lance chaque année, donc on a évidemment plus de demandes de financement qu'on a d'argent. Donc les critères de sélection, c'est d'abord qu'il y ait pas mal d'utilisateurs potentiels, hein, parce qu'on investit de l'argent autant que ça sert à quelque chose, qu'il y ait une certaine originalité, soit en termes de contenu, soit en termes de pédagogie, soit en termes de médiatisation, que plusieurs membres d'UNIT soient acteurs du projet, puisque le projet c'est un moyen de retourner de l'argent à nos membres qui ont cotisé, donc plus on arrose, plus on retourne de l'argent. Et puis, je pense que c'est la partie peut-être la plus délicate, c'est d'être un peu original, c'est-à-dire qu'on ne redécouvre pas la roue. Donc on a des expertises anonymes qui essayent de séparer les projets qui vérifient tous ces critères des autres. Voilà. Alors, pour quelques remarques un peu générales, je pense qu'on sous-estime tous la révolution du numérique. J'ai trouvé un article écrit en latin, je crois que c'était 1498, écrit par un prof de Pavie qui disait maintenant que le livre va pouvoir se diffuser grâce à Gutenberg, que vont devenir les profs? Ben, on a survécu, hein, notre corporation a survécu au livre. Il est évident qu'elle suivra aussi au numérique, hein, je crois qu'il nous resserre de soucis. La question c'est que ça change notre métier, ça c'est clair. Alors, la question qui se pose principale, c'est la qualité, parce qu'il devient tellement facile de diffuser des choses que sur Internet, on trouve vraiment le pire et le meilleur. Comment trouver le meilleur et pas le pire? Comment trouver ce qui nous intéresse nous et pas autre chose? Alors je pense que la recherche via les moteurs de Google n'est pas la panacée, parce qu'il n'y a pas de raison que parmi la première page de Google, il y ait ce qu'on cherche. Et en fait, on ne regarde jamais que la première page, quasiment. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de dire, on va définir un certain nombre de critères qui peuvent intéresser un prof dans la sélection de documents, qu'il a écrit, son niveau d'études, son degré de, par exemple, est-ce que c'est très théorique, est-ce que c'est très appliqué, est-ce que ça s'adresse à des étudiants plutôt bons, plutôt moins bons, etc. Donc ces critères, on en fait des champs dans une fiche descriptive qu'on peut éditer et qu'on associe au document numérique. Et ce qu'on diffuse dans un réseau, c'est ces fiches. Et ensuite, on peut s'adresser à n'importe quel portail du réseau en lui demandant « Trouve-moi tous les documents du réseau », puisque chaque portail a les fiches de tout le réseau, hein, du réseau, qui vérifie tel et tel critère. Donc par exemple, un cours de mécanique, plutôt de bon niveau, 3e année, en arabe, etc. Alors, à partir de là, la fiche contient quelque part l'adresse sur Internet où se trouve physiquement le document. Et si on le veut, on clique dessus et on trouve le document. Alors ça a plusieurs avantages. D'abord, ça évite de dupliquer à l'infini les documents. Alors même si ce n'est pas du papier, dupliquer du numérique, ça a quand même un coût. Hein, l'espace disque, ça a un coût. Ça a un autre gros avantage, c'est la facilité de mise à jour des documents. Il y a un document à mettre à jour et pas N. Donc tout ce système qui s'appelle le réseau RIOAI, il est mis en œuvre par un logiciel libre, dont je peux vous donner l'adresse, et si vous le voulez, vous l'installez sur votre PC ou dans votre université, et ça vous permet de mettre vos propres fiches et d'aller, entre guillemets, moissonner, hein, ça vient du mot anglais harvesting,
moissonner des documents de tout portail compatible avec la technologie OAI. Donc c'est l'UNIT. Alors vous voyez que du coup, l'accès aux documents d'UNIT, vous pouvez l'avoir par notre portail, mais par n'importe quel autre portail du réseau qui a décidé de nous moissonner. Alors, ce qui est par exemple le cas du portail du CVM, ce qui est le cas du portail de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre les Québécois par exemple, la Télé-Université du Québec, etc. Donc vous voyez que vis-à-vis des moteurs de recherche, ce coproduit, c'est-à-dire ce que vous produisez si vous êtes membre d'UNIT et que vous le mettez dans ce réseau, est vu par les moteurs de recherche de Google des centaines de fois. Donc va apparaître très haut dans la hiérarchie des moteurs, enfin des listes produites par les moteurs. Donc ça c'est un moyen aussi efficace de mettre en avant dans Internet des productions de chacun des membres d'UNIT. Bon, une autre remarque importante, nos étudiants ont de plus en plus envie d'avoir un service après-vente. C'est-à-dire une fois qu'ils ont fini leurs études, ils sont contents de pouvoir revenir sur le portail de l'université, voir ce que sont devenus les cours qu'ils ont subis 5, 10, 15, 20 ans avant. De la même manière, beaucoup de gens maintenant dans l'entreprise n'ont pas le temps d'aller faire des sessions de formation, même si c'est de 3 jours. Et par contre, peuvent prendre quelques heures sur leur temps de travail pour s'auto-former. Encore faut-il qu'il y ait des cours qui les intéressent. Diomed, donc, lors de l'installation d'un portail OAI à Agadir, donc chez le président de l'université d'Agadir de l'époque et président du campus virtuel marocain, on avait des jeunes qui étaient en train d'installer ce portail, et puis on discutait avec le président d'Agadir, on a eu l'idée, alors je pense qu'elle était un peu folle au départ, puis finalement on s'est aperçu que ça marchait, de généraliser l'organisation, le fonctionnement et les objectifs d'une université numérique à l'ensemble des pays de la Méditerranée. Alors c'était l'époque où notre président bien-aimé, entre guillemets, Sarkozy, parlait de l'Union pour la Méditerranée, et bon, donc on a lancé cette idée et ça a eu beaucoup de succès. Tous les gens qui en ont parlé ont dit c'est une très bonne idée, les jeunes des pays de la Méditerranée rêvent de faire des choses ensemble, ça rénove les modes de coopération. Au lieu d'envoyer des profs 3 jours, on fait des cours ensemble, on fait des choses ensemble, donc c'est plus nord vers sud, c'est nord et sud ensemble font quelque chose. Et ça a intéressé l'UNESCO, ça a intéressé l'Europe, ils ne savent pas bien comment prendre le bébé, mais leur mécanisme de financement ne marche pas bien, mais on va y arriver. Et donc on a travaillé, on a mis en place des communautés thématiques, en particulier sur la médecine, sur le droit, sur les outils de production, sur je ne sais plus quoi. Et on a fait donc à Toulon, début janvier dernier, une réunion fondatrice de l'association internationale IOMED, donc je crois qu'il y a des gens d'ici qui y étaient, hein, le vice-président de votre université, si j'ai bien compris. Donc maintenant, on est dans la phase de montée en puissance, d'organisation, de recherche de moyens. Mais tout ça, ça ne marchera que si les établissements, les collègues se mettent au travail, quoi. Il faut faire des choses. Alors on va voir si ça marche. C'est là où on teste les capacités de votre réseau Internet.